Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde sur la ville autonome et d'avoir d'avoir choisi de participer à l'Université édition 2023. On est ravis de vous accueillir et que vous acceptiez de participer également à cette table ronde donc avec nous. On vous fera participer à la fin, c'est pour ça que je dis participer. Donc il y a quatre intervenants sur scène que je présenterai et vous, le public, qui pourrez poser toutes vos questions aux intervenants d'ici la fin de la table ronde. Donc commencez à y réfléchir. Donc notre thème aujourd'hui, c'est la question de la ville autonome, qui est une question qui peut être rattachée à la transition écologique. On va essayer de déterminer comment et pourquoi, et si c'est un bon terme, ce terme d'autonomie. Et puis ensuite, voilà, donc la question, ça va être de s'interroger sur la définition de ce que c'est que l'autonomie, de ce que c'est que, en termes de taille, une ville. Est-ce qu'on va plutôt parler d'une petite commune, d'une collectivité encore plus petite, ou on peut passer à l'échelle et parler d'une très grande ville comme Nantes. Le concept d'autonomie, lui, recouvre des problématiques très diverses. On va parler d'énergie, on va parler de politique, de gouvernance, d'alimentation, de mobilité et de localité des ressources. Et enfin, on a posé à cette table ronde le thème d'utopie, parce que c'est d'abord la thématique de l'Université cette année. L'idée étant de se projeter en 2050 et de se demander et si eh bien, on avait des villes beaucoup plus autonomes, et si nous arrivions à à construire ces villes-là, de quelle autonomie réelle bénéficierait-elle? Et enfin, la question qui va, je pense, être abordée en premier, c'est peut-on avoir une autonomie sur tous les types de ressources, sinon sur quel type de ressources, sur quels enjeux politiques, locaux, etc. Pour cette table ronde, nous accueillons Bernard Lemoult, directeur de recherche à l'IMT Atlantique et directeur de l'Association fédératrice des utilités locales Chantrerie. Jocelyn Boursier, directeur territorial Vendée et directeur innovation Pays de la Loire au sein d'Enedis Lab. Édouard Jourdain, postdoctorant à Polytechnique et chercheur associé au CESPRA, je pense que ça se prononce ça, et à l'ES, HESS, et Raphaël Salin, enfin, maire de Saint-Joachim. Voilà, donc je vous annonce qu'on aura donc un premier temps de table ronde de 45 minutes, 1 heure, puis on essaiera de faire passer des questions donc à la salle. Alors pour un premier tour de table, moi ce que j'aimerais qu'on aborde avec vous, c'est essayer de déterminer, de définir ce terme d'autonomie et de comprendre de quoi on parle en fait quand on emploie ce mot-là, et principalement d'un point de vue utopique, en fait, en essayant de se projeter dans des idéaux, pas forcément restant sur des termes hyper concrets au tout début. Quel lien peut-on faire donc entre une plus grande autonomie des villes et la transition écologique qui nous anime tous aujourd'hui? Bernard Lemoult, je propose de commencer par vous. Est-ce que au sein de la Chantrerie, dont vous pouvez évidemment nous parler tout d'abord, est-ce que vous poursuivez un modèle d'autonomie locale? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'idéal de la Chantrerie, ou est-ce que vous voyez ça différemment? Alors déjà, je dirais que qu'est-ce qu'il y a derrière le mot autonomie? Si c'est pour faire la même chose qu'aujourd'hui, on est mal barré, excusez-moi l'expression, mais être autonome en faisant évoluer les modes de vie, oui, ça je suis d'accord, mais si c'est pour faire comme avant, la recherche d'autonomie n'a pas de sens, en tout cas de mon point de vue. Et donc la question c'est effectivement comment vivre dans les limites de la planète, avec les ressources et même le mot ressources est à réinterroger. Donc, puisqu'on parle d'utopie, je pense qu'on parle représentation, et nos représentations méritent d'être vraiment réinterrogées sur plein de secteurs. Donc la question de l'autonomie entraîne, oui, mais avec quel mode de vie, sur la mobilité, l'alimentation, etc., l'énergie. Et puis, ça interroge également la question de la gouvernance, qui prend ses décisions, ses orientations vers ces modes de vie. Est-ce que c'est la collectivité ou l'État comme d'habitude? Est-ce que c'est l'entreprise qui va décider pour les autres? Est-ce que c'est le citoyen qui est
paré de toutes les vertus. Bon, on peut faire l'hypothèse qu'on a intérêt à apprendre à faire ensemble, quoi, pour faire évoluer à l'échelle de l'enjeu qu'on connaît. Ça va être assez hard. Alors la question de l'autonomie, bon, c'est un bien grand mot pour quelque chose d'assez simple, hein, qui est aujourd'hui, il va falloir produire au maximum de ce qu'on peut localement, en lien avec les autres territoires, parce qu'on ne pourra pas tout produire. Donc il y a cette notion de localité, quelque part, et puis de lien avec l'extérieur, en termes de solidarité, en termes de complément et autres. Voilà, donc on est sur des nouveaux modèles techniques, mais aussi des nouveaux modèles de représentation et donc des nouveaux modèles politiques. Et plus précisément, au sein de la chantrerie, pour peut-être donner des exemples assez rapidement au public, est-ce que c'est des citoyens, des entreprises qui font le choix de s'associer autour d'activités précises ou comment ça se passe en quelques phrases? Sur la chantrerie, en fait, le collectif est né d'un hasard, où on a été amené à porter un projet de chaufferie-bois et de réseau de chaleur. Sans imaginer, on ne se connaissait pas. Et en fait, ce premier projet a déclenché une appétence de faire ensemble, quelque part. Et cette appétence de faire ensemble, elle ne naît que parce qu'il y a de la confiance. Et donc, on a créé une confiance entre les établissements, les entreprises, autour de ce projet qui a ouvert sur... on s'est dit, on va faire évoluer nos modes de vie sur le territoire Chantrerie au nord de Nantes. Alors, quand je dis nous, c'est... on porte les projets, hein, c'est un modèle, alors on pourra en discuter, mais on porte les projets. Il faut que les entreprises et les établissements mettent du temps de collaborateurs à disposition. Ça, ça ne va pas être les autres, ça ne va pas tomber du ciel. On ne souhaite pas que ce soit la collectivité qui porte les projets, parce que sinon, dans 10-15 ans, on y est encore. Mais par contre, on souhaite travailler avec, c'est-à-dire qu'on souhaite inventer un modèle de co-construction qui n'existe pas, qui n'est pas simple. Hein. Voilà, donc depuis 12 ans, on est ce que j'appelle assez souvent le rapport de force bienveillant. Merci beaucoup. Quand on parle d'autonomie, on pense assez rapidement à l'énergie. Et je voudrais vous interroger, Jocelyn, sur le sens qu'on peut donner à l'autonomie quand on parle d'électricité, par exemple. Je pense que c'est une question qui est très importante pour Enedis et pour la transition énergétique, quand on sait que que l'électrification de la consommation d'énergie française va doubler, la part de l'électricité va doubler d'ici 30 ans, ça se fait assez rapidement. Comment est-ce qu'on peut être autonome en électricité au niveau local? Est-ce que c'est une question qui est pertinente pour vous? Sujet compliqué. Bonjour à tous. Simplement Enedis en quelques mots. Notre métier ou notre mission à nous, c'est d'incarner la mission de service public de la transition énergétique dans les territoires avec d'autres parties prenantes, notamment les collectivités et les acteurs mobilisés autour de tous ces sujets. Et donc on exploite, on développe, on modernise un réseau de 1 400 000 km. Ça fait 35 fois le tour de la Terre. Et pratiquement 800 000 postes de distribution, etc. Donc un réseau important. Et on fait tout ça guidé par des missions qu'on retrouve aussi dans l'engagement d'un certain nombre d'entreprises autour de la transition écologique et de la RSE. En matière d'RSE, nos priorités, je viens tout de suite sur le sujet, c'est protéger et rassembler les hommes et les femmes, c'est agir pour la planète et c'est agir pour le développement des territoires. Donc on retrouve effectivement des objets qui viennent d'être évoqués. Alors après, sur la question de l'autonomie, donc moi, j'ai peut-être pas bien joué le jeu, ou je vais peut-être pas bien jouer le jeu de la question de la définition de la ville autonome, parce que j'ai plutôt envie de redéfinir le sujet avec mon angle de vue et d'aller plutôt vers la question des territoires durables. Parce que la ville autonome, dans mon cas, en tout cas, elle résonne plutôt avec une forme d'isolement et effectivement une forme d'utopie. Peut-être parce que je regarde les choses sous l'angle de l'électricité et ce constat, il n'est peut-être pas vrai sur tous les sujets. Et c'est peut-être ça que j'encourage à questionner, c'est est-ce que cette question de la ville autonome, elle peut s'imaginer de la même façon selon les objets qu'on est en train de traiter, de l'eau, de l'alimentaire, de l'électricité, c'est peut-être des sujets différents. En matière énergétique, donc si je parle uniquement de l'électricité, je peux peut-être donner quelques chiffres qui éclaireront. Aujourd'hui, on a autour de 20%, 20, 21, 22% de la consommation qui est issue des énergies renouvelables. Qui est issue des énergies renouvelables.
C'est le score qui est atteint en Pays de la Loire, en Loire-Atlantique, en Vendée un tout petit peu plus avec 23%, mais on est sur ces ordres de grandeur-là. Mais il faut quand même avoir en tête que ces taux-là, c'est des taux en moyenne annuelle. Donc c'est très important d'avoir ça en tête. La consommation énergétique des territoires et des communes n'est pas couverte à 100% à chaque heure de la journée et de l'année par de la production locale. Même quand on parle du Mené dans les Côtes d'Armor, ou quand on parle de Mende, ou quand on parle de plein de villes comme ça qui sont exemplaires, on va parler de Saint-Joachim aussi, qui sont exemplaires en matière d'engagement sur la transition énergétique et la production locale, on n'atteint pas nécessairement... on est très, très loin en vérité de l'autonomie. Voilà. On est plus résilient. Et c'est plutôt cette question de la résilience et de la ville durable, moi, qui m'intéresse, ou des territoires durables. Et les territoires durables, ils ne sont durables que s'ils réussissent à travailler sur un certain nombre d'objets. En l'occurrence, en matière d'électricité, on ne peut pas être sobre. Moi, si je parle de sobriété, par exemple, on ne peut pas être sobre si on n'est pas sobre sur toutes les activités, finalement, de la collectivité. On ne peut pas être sobre en électricité si on n'est pas sobre sur le transport, si on n'est pas sobre sur le bâtiment, si on n'est pas sobre sur la consommation. Il y a un peu d'écho, je suis désolé, j'espère que ce n'est pas trop difficile. Donc il faut être présent sur tout. Voilà. Et finalement, la sobriété en électricité, elle résulte de la somme de toutes ces actions sur tous les axes de la ville et du territoire. Pourquoi je parle aussi? Donc je parlais de sobriété, on peut parler de résilience, on peut parler d'inclusion. Il ne peut pas y avoir de territoire durable sans inclusion. C'est l'inclusion de tous, et donc ça veut dire la solidarité. C'est l'inclusion aussi territoriale. Ça veut dire que la ville autonome ne peut pas exister en excluant finalement les territoires ruraux qui sont autour, etc. Et si je raccroche tout ça à l'idée d'électricité, après je vais peut-être arrêter, on aura le temps de développer tout à l'heure, mais la question de l'électricité, en fait, par exemple, les grosses contributions électriques, ça peut être des parcs éoliens en matière électrique. Les parcs éoliens qui, en nombre, représentent 0,5, 1%, 2% du nombre d'installations en France. Pour rappel, on a 660 000 producteurs aujourd'hui raccordés au réseau public de distribution, contre 3 ou 4, non, contre quelques centaines il y a 30 ans. Donc c'est des chiffres qui explosent. On était 450 000 producteurs l'année dernière, 300 000 l'année d'avant, donc ça va très très vite. Et on raccorde chaque année 3-4 gigawatts de production renouvelable au réseau public. Donc ça veut dire des tranches nucléaires si on raisonne uniquement en puissance. Donc en tout cas, tout ça, ça vient beaucoup aussi de l'éolien. Un parc offshore, c'est 600 mégawatts. C'est pas tout à fait la même chose que les 500 kilowatts de PV qu'on peut avoir sur une toiture parfois. Donc on a besoin de la contribution de toute la production qui est répartie sur les territoires. Les territoires où il y a du vent, les territoires où il y a des côtes, les territoires où il y a du soleil. Donc c'est vraiment cette contribution et cette solidarité des territoires qui va permettre d'avancer sur les sujets de l'électricité, de la sobriété, de la résilience. Et donc moi, je défends plutôt un modèle solidaire des territoires et de ville durable plutôt qu'une question de ville autonome. Voilà. C'est vrai que la politique d'Enedis se fait au niveau national et se décline au niveau régional. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de considérer le regard d'un maire d'une petite commune, Saint-Joachim, de 4000 habitants, si je ne me trompe pas. Raphaël Salin, de votre point de vue, est-ce que l'autonomie, c'est une question politique ou est-ce que c'est un besoin pour la population dont vous êtes le maire? Comment vous vivez ça dans votre commune? Alors déjà, je partage l'avis, il ne faut pas attendre l'État, parce qu'autrement, en 2035, on n'aura pas avancé. Donc nous, la commune est lancée dans une démarche depuis 2010. En fait, c'est toute une démarche qui a commencé à l'époque sur du photovoltaïque classique. Voilà. On ne cherche pas l'autonomie, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à être autonome et indépendant du réseau. Donc on souhaite, nous, continuer à être raccordé au réseau Enedis et utiliser le réseau Enedis de façon à produire localement et consommer localement. On est dans une démarche aujourd'hui où on produit beaucoup plus qu'on ne consomme. Alors les premiers bâtiments étaient en revente totale et depuis 2019, en fait, on est passé sur de l'autoconsommation. Donc le but étant dans la démarche de minimiser les consos et les factures énergétiques de la commune. Alors en 2010, je rappelle quand même qu'on est nous dans Saint-Joachim, donc une interco qui s'appelle la Carène, sur Saint-Nazaire, Montoire. Non, autant vous dire que très industriel. Et à l'époque, quand la commune s'est lancée dans cette démarche, je pense qu'on nous a pris pour des fous. Parce que vous voyez bien qu'une petite commune qui se lance à dépenser de l'argent dans du photovoltaïque, un peu narvalo, les brillerons.
Donc, sauf qu'aujourd'hui, beaucoup viennent un petit peu se rendre compte parce qu'ils se sont rendus compte que leur facture énergétique a explosé, qui sont totalement du coup dépendants des fournisseurs d'énergie. Donc nous, on est dépendants aussi, sauf qu'on a quand même une grosse partie qui est autoconsommée. Aujourd'hui, les bâtiments pour lesquels on produit l'énergie, on a 56% de l'énergie qui est produite, qui est consommée sur les réseaux d'autoconsommation. Et ça représente aujourd'hui 31% de la consommation totale de la commune. Donc on avance par étapes. Je vous expliquerai tout à l'heure où on va aller dans les mois qui viennent, donc avec la population, puisqu'on a emmené avec nous, donc c'était l'intérêt déjà de minimiser les factures énergétiques de la commune, mais deux, de pouvoir au fur et à mesure expliquer à la population qu'on a aussi besoin qu'ils suivent la démarche et qu'ils viennent par un projet, on va dire, collaboratif, participer à cette démarche énergétique et environnementale. Parce que je vous rappelle que Saint-Joachim, donc c'est une petite commune, en effet de 4200 habitants, toute petite, qui est en plein milieu du marais de Brière. Donc c'est-à-dire que 95% de la superficie de notre commune, c'est du marais. Il reste 3% de constructible. Et donc, c'est une commune qui ne pourra jamais s'étendre et qui ne pourra jamais avoir de l'industrie sur son territoire. Donc, le but, c'était de trouver d'autres solutions. Et l'énergie, on savait à l'époque, en 2010, que de toute façon, on allait aller dans une démarche où l'énergie serait de plus en plus compliquée à gérer pour les collectivités. Mais produire, c'est bien, mais il faut aussi savoir mieux consommer. Et c'est aussi la démarche de la commune, puisque en 13 ans, nous avons réalisé un tiers de bâtiments en plus, donc on a construit des bâtiments pour les habitants, les associations, mais on a diminué de 40% nos consommations énergétiques. Donc vous voyez que c'est un sujet qui est quand même très vaste et qui est important pour les petites collectivités comme la mienne. Voilà. Ce qui est 40%, ce qui est l'objectif à atteindre sur des décennies pour le plan national. Alors on est déjà, nous, à l'objectif, si on prend le kilowatt ou le nombre de watts au mètre carré par rapport aux habitants, enfin à la surface des bâtiments, on est déjà à l'objectif 2030, nous, sur Saint-Joachim. Edouard Jourdain, que signifie pour vous le terme d'autonomie? Là, on va quand même un peu plus élargir par rapport à... Enfin, on ne va pas forcément parler uniquement d'énergie, évidemment. Merci. Qu'est-ce qu'implique ce terme, vraiment d'un point de vue politique, de vivre ensemble dans une forme de cité un peu idéalisée? Oui, merci. Alors, on a déjà eu un petit aperçu, évidemment, c'est une question très large. Moi, je vais prendre un petit peu ma casquette de politiste ou de philosophe politique. Pour revenir à ce concept d'autonomie, déjà, il faut toujours revenir à l'étymologie. Donc, quand on parle d'autonomie, c'est autonomos, c'est le fait de se donner à soi-même sa propre loi ou son propre droit. Donc, il y a la question d'une décision, alors qui vient de qui, la question, mais en tout cas, c'est une propre décision pour se donner à soi-même son propre droit, sa propre loi. L'autonomie, c'est un concept qu'on va retrouver donc particulièrement développé chez les Grecs, notamment à Athènes. Et donc le sujet de l'autonomie par excellence, c'est qui? C'est la cité. Donc ça nous renvoie à cette question en effet de la ville autonome, dans la mesure où c'est la cité qui est le sujet politique par excellence pour se donner à soi-même sa propre loi, c'est-à-dire pour être autonome. Ce n'est pas l'individu, ce n'est pas l'État, ce n'est pas la famille ou je ne sais qui, c'est la cité. Bon. Alors, se pose la question, tu en parlais auparavant, notamment la question de la taille. Bon. Pour les Grecs, a priori, une cité, à Athènes en l'occurrence, avec le nombre de citoyens, l'ecclésia, etc., propre à prendre des décisions, on est environ autour de 30 000 habitants. Alors ils disent qu'il ne faut pas être trop peu pour prendre des décisions, parce que sinon il n'y a même pas de discussion, il n'y a pas de débat, il n'y a pas cette pluralité à laquelle ils sont attachés. Mais il ne faut pas être trop nombreux non plus, parce que sinon on ne peut pas discuter, on ne peut pas confronter nos opinions et on ne peut pas décider non plus. Donc c'est Thucydide notamment qui dit si on est à 1 million d'habitants, c'est plus une cité, c'est Babylone, et qui pour eux est une ville qui pour le coup n'est pas autonome, parce qu'il n'y a pas de prise de décision collective. Alors il y a un auteur notamment qui a beaucoup développé cette question, qui s'y est beaucoup attaché, que je vous conseille de lire, qui s'appelle Cornelius Castoriadis, qui est un auteur très, très intéressant, qui a beaucoup travaillé cette question de l'autonomie, qui est au centre de sa réflexion politique. Donc la cité, ça va être véritablement, ou la commune, cette dimension politique en réalité à taille humaine, où
les citoyens, les habitants, avec toutes les institutions qui peuvent composer cette cité, hein, donc collectivités territoriales, habitants individuels, ONG, entreprises, etc., peuvent prendre part à des décisions. Bon. Alors là aussi, petite précision, il ne faut pas confondre autonomie et autarcie. Alors, quand bien même d'ailleurs pour beaucoup de Grecs, autonomie et autarcie, c'est synonyme. C'est-à-dire que dans l'absolu, dans l'idéal, pour les Grecs, hein, une cité autonome, ça va être une cité autarcique. Alors c'est plus particulièrement le cas pour les Spartiates, notamment à Sparte. Bon. Pour les Athéniens, déjà, c'est un petit peu différent, dans la mesure où c'est une cité qui est près de la mer et qui a l'habitude de faire des échanges avec ses cités voisines, voire même très lointaines. Hein, ils importaient par exemple du blé de ce qui va devenir la Russie. Enfin, bon, y a quand même des échanges qui sont importants. Mais les Athéniens, eux, ils disent, en réalité, notre autarcie est relative, hein, et ça, il y a notamment Périclès qui le montre très bien dans son Horizon funèbre, hein, encore chez Thucydide, et il dit, nous, nos biens que nous produisons sont aussi familiers que les biens que nous importons. Donc il n'y a pas un enfermement, enfin en tout cas un repli sur soi radical. Il y a véritablement déjà cette idée d'échange et de solidarité possible, hein, qui plus est, à mon avis, nécessaire dans la modernité, hein, dans le monde qu'on connaît. Alors, cette question de la ville autonome, à mon avis, en termes y compris aussi en termes d'organisation, elle peut être liée à une notion qui m'est chère, qui est la notion de commun, qui a été beaucoup développée aussi par une prix Nobel d'économie, hein, la première femme à avoir ce prix Nobel en 2009, qui est Elinor Ostrom, et qui a beaucoup développé cette thématique en montrant qu'en réalité, la préservation des ressources naturelles, et qui est nécessaire notamment à la production d'énergie, se fait en termes optimum, non pas par l'État ni par le marché, mais par des organisations collectives autogérées, c'est-à-dire autonomes en réalité. Et donc elle a fait tout un tas d'enquêtes, y compris à travers le monde, hein, en montrant que c'est par des communautés qui se donnent à elles-mêmes leurs propres règles, dans la mesure où elles connaissent très bien la ressource dont elles sont très proches. Et ce sont donc ces communautés qui vont être les mieux à même de gérer ces ressources pour les préserver. Donc l'État, il est beaucoup trop loin pour savoir quelles sont les bonnes règles, le bon droit pour préserver ces ressources. Et avec le marché, on arrive vite à une forme de surexploitation des ressources avec le phénomène de concurrence, de passagers clandestins, etc. Bon. Et peut-être un dernier petit point pour faire un pont vers la question de l'électricité, hein, dont je suis très loin d'être un expert. Mais il y a un cas intéressant, hein, par rapport à cette notion de commun, notamment, qui est ni État ni marché, qu'on va retrouver paradoxalement dans l'histoire des États-Unis pendant la période des années 30, hein, après la crise de 29, notamment la période du New Deal avec Roosevelt. Et là, c'est intéressant parce qu'on va avoir ce lien à la fois entre des collectivités locales, enfin, on va être dans le pur local, et une institution plus fédérale, hein, où c'est le gouvernement américain, donc avec Roosevelt, qui est en face d'un problème fondamental, qui est que toutes les côtes de ouest et est des États-Unis sont approvisionnées en électricité, mais pas du tout tout le centre des États-Unis. Le centre des États-Unis, vous savez, il y a une démographie très faible qui est majoritairement habitée par des paysans ou des personnes relativement pauvres. Et donc, l'État n'a pas le pouvoir et les compétences pour implanter l'électricité. Et les entreprises privées n'ont aucune envie d'aller s'implanter là-bas, dans la mesure tout simplement où ça ne ramène pas de pognon. Bon. Et du coup, Roosevelt, il va dire à tout un tas en réalité, de coopératives donc, dans le Middle West, écoutez, on vous fait un crédit à taux zéro et vous débrouillez pour monter pour approvisionner en électricité le centre des États-Unis.
Donc vous allez avoir comme ça la création de coopératives qui vont s'organiser entre les États, donc de manière solidaire, etc., en fournissant de l'électricité à prix coûtant. Et ça va marcher du feu de Dieu. Et cette organisation, dont j'ai plus le nom en tête, existe toujours et continue à fournir cette électricité à prix coûtant. Voilà. Juste là. C'est un excellent exemple et ça permet justement de rebondir par rapport au rôle d'Enedis dans la transition énergétique, puisque quand on reprend quand on regarde les scénarios du réseau de transport d'électricité, le RTE, sur la transition énergétique, on voit qu'on a plusieurs choix, du tout nucléaire, en gros, où on met le maximum d'efforts dans la reconstruction du parc nucléaire, à l'extrême opposé, qui serait de démanteler la totalité des centrales d'ici 2050 et d'avoir un scénario avec 100% d'énergie renouvelable. Si je prends ces deux scénarios-là, il y en a un où on va avoir environ 200 gigawatts de panneaux solaires sur toute la France, et l'autre 2 fois moins. Donc il y a, dans le scénario tout nucléaire, avec 50% nucléaire, on aurait 100 gigawatts de solaire. Comment est-ce qu'Enedis s'insère dans cette transition-là, sachant que quand on a 200 gigawatts de solaire, en fait, c'est des solaires sur les toitures des particuliers notamment. On va avoir un parc très très diffus. Est-ce que c'est une question qui est importante pour Enedis, la répartition entre l'énergie à un niveau national et l'énergie à un niveau très localisé, et comment vous insérez justement pour faire au mieux et pour justement s'insérer dans cette laisser une autonomie en fait aux collectivités, aux particuliers, aux personnes qui souhaitent gérer ça d'un point de vue local. Bon, la question déjà des scénarios renouvelables nucléaires, etc., c'est une question qui est complexe, qui comporte plusieurs volets. Il y a des volets sciences humaines dans ces sujets-là, il y a des volets techniques, économiques, politiques. Aujourd'hui, vous le savez, et puis par ailleurs, on connaît les positions, par exemple, de M. Jancovici sur le sujet, voilà, il y a une sorte de consensus. Il ne veut pas dire que tout le monde est absolument d'accord, mais en tout cas, il y a une idée qui se dégage, qui est qu'un équilibre entre une part de nucléaire et un développement important des énergies renouvelables, c'est une solution. En tout cas, c'est comme ça que la France aujourd'hui voit le sujet. C'était pas tout à fait la même vision il y a quelques années, tout ça évolue dans le temps. Je voudrais juste quand même vous inviter à regarder un site internet qui s'appelle electricitymaps.com, je crois, qui affiche en temps réel les bilans carbone des mix électriques des pays du monde, tous les pays du monde qui acceptent de mettre à disposition leurs données, mais c'est quand même beaucoup de pays. Et donc on observe que la France fait partie des pays avec le mix le moins carboné. On rivalise avec quelques pays du nord de l'Europe et puis la Californie, et puis, etc. Mais globalement, on fait partie des bons. Donc peut-être que ce scénario, effectivement, il n'est pas mauvais. Donc aujourd'hui, effectivement, nous, on s'apprête donc on applique les politiques publiques. Voilà, c'est important de le dire. On ne fait pas de choix, nous, de scénarios, mais on applique les politiques publiques. Et les politiques publiques, aujourd'hui, elles nous disent que globalement, il va falloir passer de 20-25% d'ENR à 40% à minima. Aujourd'hui, on a 34 gigawatts à peu près de renouvelables. Ça veut dire qu'il va falloir en gros doubler cette capacité, arriver à environ 70 gigawatts de renouvelables. Et ça veut dire qu'il va falloir continuer à raccorder l'équivalent de 3, 4, 5 gigawatts d'énergie renouvelable tous les ans. Et en fait, c'est énorme. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, on a 660 000 producteurs, on en a presque 200 000 de plus tous les ans. J'exagère un petit peu, mais c'est les ordres de grandeur. Donc c'est en fait des challenges qui sont déjà énormes pour les collectivités, pour les particuliers, pour nous, etc. Donc il faut se donner les moyens de faire ça. Donc comment on s'insère ? En fait, on s'intègre là-dedans en d'une part développant nos compétences pour avoir un niveau de compétence élevé pour l'intégration de tout ça. Donc je rappellerai à ce sujet qu'on est lauréat 2 années de suite du prix mondial des réseaux les plus smart, les plus intelligents. Donc Enedis a été parmi tous les distributeurs mondiaux choisi 2 années consécutives comme le distributeur le plus smart, donc il faut le noter. On fait partie des très rares distributeurs à avoir déployé des objets connectés dans le nombre qu'on a, qui atteint la qualité de fourniture qu'on a, et avec des compteurs Linky, avec etc.
Donc on développe beaucoup l'aspect technologique, l'aspect compétences humaines, l'aspect compétences techniques, dans le développement du réseau. Deuxièmement, on investit. Donc on investissait jusque-là 3 milliards d'euros par an à peu près. On est en train d'arriver à des niveaux d'investissement de l'ordre de 5 milliards d'euros par an. Et puis enfin, on simplifie et on travaille sur l'efficience dans nos processus, parce qu'aujourd'hui, quand on a plus 30% tous les ans par rapport à l'année précédente de volume de raccordement, on raccorde environ 300 000 clients tous les ans, plus 30% tous les ans sur un certain nombre de segments, et ben on n'a pas plus 30% de moyens, de ressources, on n'a pas plus 30% d'agents, de collaborateurs. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on réussisse à faire tout ce travail avec des moyens qui certes croissent, mais pas dans les mêmes proportions. Donc beaucoup d'engagement, beaucoup d'innovation, beaucoup d'implication et de simplification. Donc c'est un très très gros travail, c'est comme ça qu'on s'intègre. Ensuite, dans la relation avec les collectivités, pour revenir sur peut-être un autre aspect de votre question, en fait notre engagement, enfin nos actions vont être de plusieurs ordres. On va accompagner les collectivités sur la maîtrise des flux, la maîtrise des données, et on va donc on a libéré un certain nombre de données à travers d'une part l'open data. On a mis en place des rapports aussi à partir de cette open data qui sont spécifiques à des territoires. On a mis en place des outils comme l'espace collectivité qui permet aux collectivités de voir l'ensemble des courbes de charge de leur patrimoine, production, consommation, de les croiser, etc. Et on met en place un outil qui s'appelle cartographie des capacités, qui est unique au monde et qui permet à tout acteur qui a un numéro de SIRET et aux collectivités de voir en temps réel le jumeau numérique du réseau de distribution et de voir quelles sont les capacités d'accueil pour des projets de production, des projets de bornes de recharge. Et donc toute cette transparence-là, qui est assez unique dans le monde, elle est très importante parce que sans connaissance des données, sans mesure, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de planification. Et donc on va jouer un rôle dans tout ce, vous le savez sans doute, on est dans l'ère de la planification. Donc ça peut-être mes collègues pourront rebondir là-dessus. On est rentré dans l'ère de la planification. La loi pour l'accélération des ENR prévoit notamment des dispositifs en la matière. Et donc on est un acteur majeur de la planification aux côtés des collectivités et des institutions pour faire avancer ce sujet. Et je pense que Bernard parlera aussi du rôle des autres acteurs de la société. Justement, ça m'intéresse d'avoir le point de vue de deux acteurs engagés d'un point de vue local sur votre lien avec les autres, en fait, tout simplement, avec les personnes qui vous entourent, qui ne sont pas dans le site de la Chantrerie, par exemple. Comment vous gérez cette relation avec les collectivités voisines ? Comment vous insérez d'un point de vue justement déjà communauté, donc avec les mairies avoisinantes, avec le département, la région? Est-ce que vos relations sont simples? Est-ce que voilà. Moi, ça m'intéresse de savoir comment on peut insérer des projets qui se veulent un peu plus autonomes, sans être autarciques, comme l'a précisé Édouard Jourdain. Ce n'est pas synonyme. Est-ce que les relations sont simples? Alors voilà une bonne question. Avant de répondre, je voudrais tout de même remercier toutes les personnes qui travaillent dans les communes, dans l'interco, au département, dans les services de l'État. Il y a des femmes et des hommes extraordinaires qui essayent de faciliter l'émergence des projets. Bon, une fois que j'ai dit ça, les organisations elles-mêmes de ces structures sont complètement obsolètes. Et souvent, les dispositions réglementaires et les lois ont souvent un train de retard et avec des représentations de ceux qui sont censés les protéger qui empêchent les porteurs de projets de faire émerger ces projets. Donc les personnes avant tout qui facilitent, c'est assez remarquable. Également un coup de chapeau aux porteurs de projets et notamment en France parce qu'il faut être un peu fou pour porter des projets sur nos territoires, donc il faut vraiment le vouloir. Donc vraiment bravo aux porteurs de projets dont vous faites partie, et j'en connais un certain nombre aussi. Et puis pour répondre à votre question, alors les projets, ils naissent sur un terrain communal en général. Ils naissent là où j'habite avec la question de fond, pour en revenir sur les grands projets, mais si tu fais sans moi, tu fais contre moi. Ça, c'est une musique de fond qui déclenche des zones à défendre. Ça, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais ça, je pense que ça va monter en puissance, mais c'est déjà bien installé.
Donc ça naît sur la commune. Donc au niveau commune, si l'équipe municipale, le maire, le DGS et les habitants sur la commune arrivent à porter des projets collectifs, ça émerge. Voilà. Pour peu que le maire ne lâche rien, quoi. C'est pas si simple. Mais une commune, c'est aussi dans une interco. Et là, on rentre dans une difficulté un peu plus forte, c'est que l'interco, c'est qui a de plus en plus de compétences et est une articulation souvent de territoires, enfin, c'est pas souvent, de territoires qui sont souvent portés par, comment on peut dire ça, des hommes à cheveux gris, à fort taux de testostérone quelque part. Alors, c'est avec des enjeux de pouvoir et autres. Et là, on monte d'un cran, quoi. Ça devient plus dur. Il y a des enjeux. Alors, je ne vous explique pas au niveau départemental, régional et national, hein, c'est encore plus compliqué. Donc, en fait, c'est vraiment au local qu'il faut qu'émergent les projets. Donc, la chantrerie, c'est un niveau local. Et l'articulation avec la métropole est un peu plus compliquée probablement que dans une commune simple, parce que je dis souvent, moi j'ai autant de métropoles que de thématiques. Hein. Sur la mobilité, j'ai une métropole, sur l'énergie, j'ai une métropole, sur l'aménagement, j'ai une métropole, parce qu'il n'y a pas de transversalité de politique publique. Hein. Et c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, la question, elle n'est pas critique de ma part. Est-ce possible d'avoir une transversalité de politique publique à une échelle aussi grosse qu'une métropole? Je n'en sais rien. Par contre, il faut peut-être réfléchir à ce moment-là, si on ne sait pas faire ça, comment on facilite le travail des porteurs de projets qui, eux, sont dans une dimension souvent transversale. Voilà. Donc, encore une fois, ne prenez pas mes propos comme ni agressifs, surtout pas ni critiques. C'est une situation qui est ce qu'elle est historique. Encore une fois, il y a des femmes et des hommes qui nous ont aidés dans les services de l'État, au niveau de la métropole, et qui continuent à le faire pour faire émerger les projets, pour nous faciliter. Et j'en connais plein chez Enedis qui font un boulot extraordinaire pareil. Hein. C'est comment je peux faire pour faire aboutir le projet, etc., compte tenu du contexte qui n'est pas très favorable globalement à ce que ces projets émergent. Voilà. Donc c'est chapeau chef de projet. Raphaël, je vous voyais réagir. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ou pas par rapport à votre rôle de maire? Alors, il est clair que ça marche dans les toutes petites structures. Dès qu'on monte en capacité, c'est-à-dire qu'on passe à l'interco puis au département, c'est beaucoup plus compliqué de faire avancer des projets. Une petite commune, comme vous disiez, en fait, il suffit que les élus soient motivés, un maire ou une maire qui soit motivé, et puis on y va, on prend les décisions. Alors en 2010, c'était un petit peu compliqué, soit parce qu'à l'époque, personne ne voulait trop se lancer. Hein, quand il faut mettre 1 million d'euros en emprunt pour aller équiper des bâtiments, sachant que les bâtiments ne fuient pas, en fait, c'est pour certains à l'époque du gadget de mettre de l'énergie sur des toits, parce que ce n'est pas la priorité de beaucoup de collectivités. Hein. Je vous rappelle quand même que aussi bien l'énergie que tout ce qui est économie d'énergie, ça ne se voit pas. Pour beaucoup de travaux, ça ne se voit pas. On préfère souvent refaire des routes, refaire des aménagements de centre-ville, faire des aménagements qui se voient et qui permettent auprès de la population de dire qu'est-ce qu'ils sont bons, les élus, ils ont fait plein de choses formidables pour nous. Sauf qu'ils n'ont pas travaillé du tout sur l'énergie. Quand on refait, je vous parlais d'énergie du panneau solaire, on a aussi des régulations de chaufferie. C'est-à-dire qu'il faut aussi maîtriser les consos et les dépenses. Et pour les maîtriser, il y a tout un système à mettre en place qui ne se voit pas obligatoirement et qui demande du temps et vraiment une volonté politique locale d'y aller, quoi. Et c'est vrai qu'on le retrouve au niveau des communes, et beaucoup de communes, si nous, enfin une petite commune comme Saint-Joachim, c'est 4200, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein. Si on est capable de le faire sur un tout petit territoire comme ça, les autres communes qui sont autour doivent pouvoir le faire, et au niveau national, on doit pouvoir le faire, quoi. L'ensoleillement existe partout dans ce pays, l'autoconsommation peut être utilisée partout, on a la chance d'avoir, c'est vrai, Enedis qui a un réseau qui est présent, donc, et on ne l'utilise pas à bon escient, c'est-à-dire que produire à 300 km pour amener de l'énergie à la maison, on est capable de le produire plus près et de le consommer plus près pour minimiser les productions qui se trouvent donc dans des grandes centrales nationales, quoi. Enfin, je veux dire, donc on n'est pas sur vraiment se couper du réseau. D'ailleurs, c'est ce qu'on ne voulait pas, puisqu'on avait à l'époque expliqué qu'on a créé l'autoconsommation en 2019 avec Enedis. On savait très bien que si dans 15 ans, 20 ans,
dans le monde, il existe une entreprise qui invente demain un stockage d'énergie peu cher, parce qu'aujourd'hui c'est comme assez cher, quelqu'un qui aura les moyens demain, qu'est-ce qu'il fait? Il met des panneaux, il se coupe du réseau, il stocke l'énergie, et donc lui ayant les moyens de pouvoir stocker et de consommer, c'est très bien, mais sauf que qui va payer le turp, qui va entretenir le réseau si tous ceux qui ont les moyens se coupent du réseau Enedis? Il va rester donc les petites gens et les habitants qui n'auront pas les moyens et qui auront du coup des factures d'énergie qui vont exploser, quoi. Donc l'idée, c'est surtout pas d'aller se couper du réseau, mais c'est surtout de le mettre en valeur et de pouvoir donc mettre en projet des projets qui peuvent se voir sur le territoire au plus près des citoyens, quoi. Peut-être pour rebondir là-dessus d'un point de vue plus théorique sur la question des communs. Bon, on s'interroge souvent sur si on multipliait ça à l'échelle d'un territoire national, comment s'organiseraient les liens entre différentes communautés autonomes? Est-ce que les liens, est-ce que les questions de ressources qui ne sont peut-être pas disponibles localement, comment ce partage se fait d'un commun à un autre? Est-ce qu'il y a des organisations supra-communales dans le sens commun qui sont à imaginer et en ce sens-là, qu'est-ce qu'on peut voir d'un point de vue plus large géographiquement comme organisation politique? Oui, alors là aussi, c'est une grande question, évidemment. Donc, là encore, si on ne reste pas dans cette dimension de l'autarcie, il y a cette idée, en effet, alors d'une part d'échange, mais aussi de péréquation. Parce qu'il y a des territoires qui sont plus pauvres que d'autres, y compris en termes de ressources naturelles, etc. Bon. Donc, évidemment, il doit y avoir des institutions qui puissent aussi être, chapeautées en termes d'intercommunalité au niveau de la région, de la nation, voire du continent, etc. Bon. La question, en réalité, qui se pose véritablement, à partir de cette idée notamment de fédéralisme, qui est une notion qui est très importante à mon avis. D'ailleurs, il y a le mari d'Elinor Ostrom qui s'intéressait beaucoup à cette question, et on retrouve dans toute une tradition de la théorie politique, de la philosophie politique, notamment dans le socialisme libertaire, cette idée de fédéralisme qu'on va retrouver théorisée déjà par Pierre-Joseph Proudhon, qui revient beaucoup actuellement. Donc c'est cette idée de comment, à un niveau global, en réalité, on peut coordonner du local, pour faire vite. Bon. Donc la question qui va se poser, notamment, c'est la question de la représentation. Donc c'est quels sont les acteurs qui vont être représentés, à quelle échelle, avec quel pouvoir de décision, etc. Donc la question qui se pose notamment dans cette théorie des communs, c'est comment essayer de faire en sorte de représenter au sens le plus pluraliste et le plus complexe la réalité du monde et du territoire. Et essayer de faire remonter tout ça en faisant en sorte que, évidemment, ce qui peut être résolu au niveau local, puisse l'être. Donc, principe de subsidiarité au sens le plus radical du terme. Et ce qui ne peut pas l'être au niveau juste local, bien que ça puisse remonter à un niveau plus supérieur, mais toujours en faisant attention et garde à ce que il y ait une représentation donc la plus fidèle possible. Ce qui me fait penser, pour rebondir à ce qui a été dit par le maire sur la question de la non-visibilité de certaines actions, parfois de certains éléments, etc. Moi-même, j'ai pu travailler sur la question de la comptabilité, par exemple, qui est un objet en lui-même qui parfois passe complètement inaperçu, notamment en sciences humaines, mais qui en réalité est un problème fondamental. Parce que la comptabilité, c'est quoi? C'est précisément rendre visible ce qui compte et être comptable aussi de ce qui compte. Bon. Et le gros problème qu'on a actuellement, alors encore plus pour les entreprises que pour les collectivités territoriales, mais c'est aussi le cas des collectivités territoriales, c'est qu'on va représenter dans un bilan comptable un certain nombre d'éléments, mais en fonction aussi d'une certaine idéologie, la plus prégnante depuis une trentaine d'années, mais en réalité ça fait
depuis très longtemps, hein, depuis en réalité le 15e, 16e siècle, depuis notamment les bilans de Dattigny, la comptabilité en partie double, etc. Ce qui va être fondamental, c'est la dette financière. Donc c'est une thématique qui est revenue d'autant plus depuis les 30 dernières années avec la montée du néolibéralisme, etc. Mais on va conduire des politiques en fonction de la dette. Donc c'est la dette qui va commander la politique et pas l'inverse. Vous vous souvenez, il y avait ces phrases de Gaulle dans les années 60 qui disaient c'est le politique qui décide et l'intendance suivra. Bon, bah, maintenant c'est l'inverse. C'est le politique qui suit l'intendance. Mais cette intendance, elle va en réalité représenter une certaine conception de la réalité. Et en l'occurrence, c'est cette idée que dans la comptabilité, ce qui compte, c'est la dette au sens financier du terme et uniquement cette dette. Ce qui ne va pas du tout être pris en compte, c'est la dette en termes humains et en termes écologiques. Et ça, il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui, un certain nombre de collectivités, je pense notamment à Grenoble, qui vont s'intéresser à repenser complètement la comptabilité de manière à rendre visible ce qui compte réellement. Et ça, à mon avis, c'est aussi un défi énorme en termes de ville autonome et au-delà de la ville autonome, y compris en termes de représentation comptable, intercommunale, régionale, etc. Merci. Moi, ça m'interroge beaucoup sur la question de responsabiliser les gens sur leur consommation, pas seulement d'énergie du tout, d'ailleurs de ressources au niveau local, parce que s'interroger sur l'autonomie, c'est bien, mais si les gens surconsomment et dépassent largement les besoins naturels, on va dire, ou fondamentaux qu'ils ont, et ça reste évidemment à définir, l'autonomie restera à tout jamais utopique. Alors qu'à l'inverse, si on réduit au minimum vital les besoins, ce qui va bien au-delà de n'importe quel scénario imaginable, là au contraire, l'autonomie peut être envisagée à des niveaux très locaux. Donc je voulais justement vous interroger, Jocelyn, sur cette question, savoir comment vous faites prendre conscience à vos consommateurs finaux d'électricité, de ce besoin qui est un objectif national assumé de réduire pas la consommation d'électricité, mais l'intensité des besoins, de faire attention à ce qu'on consomme, etc. Est-ce que comment vous prenez en compte cette problématique ? Ouais, vous avez raison, si on veut créer un vrai cercle vertueux, il va falloir tordre le système actuel par les deux bouts. Et donc, il y a la question de la production d'un côté, c'est bizarre ce que je dis, non ? Il y a il y a la sobriété des consommations de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il faut travailler sur ces deux leviers. La sobriété, la baisse des consommations, c'est un sujet majeur et qui est en train de revenir. Vous l'avez sans doute tous noté, vous qui êtes shifter et très bien informés. Vous avez remarqué que dans la presse actuellement, on revient très très fort ce sujet de la sobriété, de la baisse des consommations, peut-être de la décroissance, etc. Des sujets qui sont intéressants mais qui reviennent très très fort. La production renouvelable, elle est importante. On a un déport très très fort des usages vers l'électricité, la mobilité électrique, etc., etc. Mais dans le même temps, il faut vraiment réussir à baisser nos consommations. Ce qu'on observe, c'est que c'est pas facile. Je reviens des années en arrière, quand on a lancé le projet Linky. On a travaillé avec des bailleurs sociaux, notamment avec l'USH, avec d'autres bailleurs sociaux à Lyon, sur des expérimentations qui visaient à mesurer les gains, les baisses, on va dire, de consommation associées à la connaissance de ces consommations. Puisque c'est le pari de Linky. Et en fait, on s'est rendu compte à cette époque que la baisse des consommations n'était pas durable, c'est-à-dire qu'elle nécessite, durable, elle n'était pas, elle tenait pas forcément dans le temps. C'est-à-dire qu'il fallait nécessairement un accompagnement très fort des particuliers notamment pour réussir à maintenir ce niveau de conscience et une baisse des consommations sur le temps long. Et le fait de mettre à disposition des outils comme ça ne suffit pas. Il faut un accompagnement beaucoup plus fort. Ça nous ramène aussi, alors là, il y a autour de la table des gens qui parleraient tout ça beaucoup mieux que moi, mais c'est finalement la question plus globale de comment est-ce que nos sociétés, l'humanité de manière générale, réagit aux signaux
qu'on reçoit, qui sont aujourd'hui des signaux du type 6e extinction de masse, 41% des espèces d'insectes qui disparaissent. Comment on réagit? On ne réagit pas très très fort. Alors qu'est-ce qui a fait réagir récemment? Par exemple, la hausse des prix de l'énergie. Ça a fait réagir. Qu'est-ce qui a fait réagir l'hiver dernier? Les risques de rupture d'approvisionnement électrique liés à la situation géopolitique et liés aussi à un problème technique du côté des centrales nucléaires. Ça a beaucoup fait réagir. Donc, voilà, des contraintes assez fortes font réagir. Donc ça, je pense qu'il y a matière à rebond pour mes collègues là. Mais bon, moi, c'est quand même ce que je constate en analysant un peu les sujets. On a, dans ces contextes-là, et je ne vais pas parler du Covid, bien sûr, on a, dans ces contextes-là, observé cet hiver une baisse des consommations globales qui a dépassé la baisse des consommations de la période Covid. C'est-à-dire qu'on est descendu plus bas que ce qu'on avait réussi à faire en période Covid où on ne faisait plus rien. C'est quand même assez fort. Ça veut dire qu'on a réussi à baisser, par exemple, l'éclairage public a baissé de 20% sur certaines plages, sur certaines périodes d'hiver. Les consommations des clients, de manière générale, a baissé d'environ 5% sur l'année, mais de 10% sur l'hiver. D'un hiver à l'autre, on a eu des baisses très importantes. Donc, il y a une prise de conscience qui vient du dialogue qu'on alimente, nous, Enedis, mais avec plein d'autres acteurs qui sont là, qui sont dans la salle, qui sont partout. Donc c'est ce dialogue qui est en train de se créer, qui crée de la prise de conscience et qui crée des débuts d'action. Il y a toute l'information, j'en ai parlé tout à l'heure, toute la donnée qu'on met à disposition, c'est important. Si on n'a pas une bonne vision de ces consommations industrielles, particulières, de ville, etc., on ne peut pas agir. Donc il y a toute cette transparence-là sur les données qui sont importantes. Et puis il y a tout le cadre réglementaire et les contraintes éventuelles, les crises qu'on peut traverser, mais je dirais le cadre réglementaire qui vient mettre de la pression, décrets tertiaires, obligation d'installer des ombrières sur les parkings de plus de 1500 m², d'équiper les toitures de plus de 500 m². Toutes ces obligations qui sont en train d'arriver, petit à petit, elles produisent leurs effets. On commence à voir les effets de tout ça. Mais donc, de mon point de vue, ça ne passe que par une forme de contrainte qui peut être une contrainte consentie dans un système démocratique. Et pour consentir à la contrainte, il faut de l'adhésion. Et cette adhésion, on la crée avec tous ces moments de discussion qu'on peut avoir sur les territoires avec les acteurs. Voilà comment je bouclerai cette réponse. Et avec des élections, et je me tourne vers Raphaël Célin, vous êtes élu, réélu. Et je m'interrogeais sur le rôle que jouait votre population, vos habitants dans les projets que vous portez. Est-ce que vous cherchez à les associer? Est-ce que vous cherchez à les convaincre? Ou au contraire, est-ce que vous apportez des projets nouveaux, des idées nouvelles et en quelque sorte qui même me suivent? Et justement, l'élection démontre que justement une partie conséquente de la population vous suit. Comment vous associez vos habitants à vos projets? Alors, avant de répondre à cette question, je vais rebondir quand même sur la consommation d'énergie. Alors, il est clair que quand on touche au porte-monnaie, une collectivité ou dans un foyer, tout le monde commence à faire attention, à éteindre les multiprises et à débrancher les appareils qui ne servent à rien. Mais pour une collectivité, c'est pareil. Je vais vous donner un exemple. C'était en 2012-2013, donc bâtiment neuf que la commune réalisait, un bâtiment sportif, dans lequel donc, on prend un architecte, bien sûr, parce que nous, on n'a pas les compétences, et l'architecte s'entoure de cabinets, dont les cabinets de fluide. Donc ce sont des cabinets qui, entre autres, pensent au chauffage, à la ventilation d'un bâtiment. Donc qu'est-ce que fait ce cabinet de fluide? Et ça, cet architecte, ils mettent que des huisseries fixes, donc des châssis fixes partout, et 4 centrales d'air. 4 centrales d'air pour renouveler l'air d'un bâtiment. Des centrales d'air, mais pas des petites VMC de maison. Hein. Donc tout se passe bien tant que l'énergie, en fait, on ne regarde pas les factures d'énergie. Puis quand on a avancé dans le temps, on a commencé à dire il faut produire, mais il faut aussi maîtriser ses consommations. On a commencé à regarder un petit peu ce qui se passait. Et on s'est rendu compte que les centrales d'air, il va falloir commencer à les piloter. C'est-à-dire qu'on commence à les éteindre quand on n'en a pas besoin. Sauf que un bâtiment hermétique, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'il monte très vite en température, on est incapable de le chauffer donc, aux bonnes périodes et on est incapable de renouveler l'air et donc c'est d'une fournaise l'été. Donc du coup, on n'est pas aidé non plus par les cabinets de fluide. Alors aujourd'hui, ça change un petit peu.
ok, mais il y a encore beaucoup d'architectes et de cabinets de fluides qui fonctionnent comme il y a 15-20 ans. C'est-à-dire qu'ils ne se remettent pas en cause sur le système des systèmes qui permettraient de moins consommer d'énergie. Parce que tous ces systèmes qui permettent en fait de pouvoir chauffer ou ventiler ou climatiser des bâtiments publics sans regarder les consommations énergétiques, je peux vous dire que ça commence à s'arracher pas mal les cheveux. Bah, moi, j'en ai plus de trop, mais j'ai des collègues qui commencent à regarder les factures et ça commence à être problématique. Quant à la population, oui, nous, depuis 2010, en fait, alors au début, on travaillait un peu tout seul, puisque une commune qui met des panneaux sur ses bâtiments, bon, les habitants, ils regardent, ils disent, bon, pourquoi pas. Certains l'avaient fait chez eux. Et puis petit à petit, on est allé sur l'autoconsommation et on a voulu faire un projet participatif. C'est-à-dire qu'on a voulu emmener les habitants avec nous. Et on avait une problématique sur la commune. Je vais vous raconter une petite histoire très rapidement. C'est qu'on a un cimetière, comme beaucoup de communes, puisque toutes les communes sont équipées de cimetières. Sauf que le nôtre, il a été créé fin des années 70 dans un marais. Donc forcément, quand à l'époque il remblayait, le marais est toujours présent, mais en dessous, on a des soucis, puisque le cimetière, tous les ans, on a de l'eau qui reste dans les allées, et avec des difficultés, puisqu'on a des sépultures qui sont noyées. Donc l'idée, c'était de dire, on va pouvoir peut-être stopper l'eau, mais pour stopper l'eau, il faut créer une structure. Et pour créer une structure, tout le monde sait créer une structure, mais quitte à mettre une structure, autant mettre du panneau solaire. Donc l'idée a germé en disant, on va couvrir le cimetière. Voilà, de 9000 m² de panneaux solaires, donc laissant passer 30% de luminosité. On travaille avec une société qui s'appelle Sistovi, qui est à Carquefou, à côté de Nantes. Donc l'énergie qu'on va produire, on va la mettre à dispo gratuitement des habitants. Donc on a fait une réunion publique, bien sûr, donc il y a eu plein d'échanges avec les habitants. Donc une association s'est créée à Saint-Joachim d'habitants qui donc du coup travaillent en parallèle avec nous de façon à ce que nous on gère le projet avec eux, mais eux ils vont gérer l'énergie, c'est-à-dire qu'une fois que on va enclencher le disjoncteur, c'est eux qui vont gérer auprès des habitants la façon qu'on va les distribuer de manière égalitaire l'énergie dans les foyers. Donc chaque foyer de Saint-Joachim du coup pourra consommer gratuitement à partir de 2025, début 2025, de l'énergie produite d'une centrale en fait sur la commune. Voilà. Donc voilà comment aujourd'hui on les impacte. Alors je vous dis pas que forcément certains habitants qui sont autour de Saint-Joachim commencent parce qu'au début on avait voulu ouvrir en fait aux autres communes, mais il y avait l'histoire du financement et le projet de loi de finances de l'État en fait en 2022 a appliqué l'augmentation de la taxe foncière que certains payent peut-être dans la salle de 7%. Et donc une recette supplémentaire pour la commune, donc à peu près 100 000 €. Donc au lieu de la dédier à des travaux autres, on a dit les 100 000 €, on va les mettre sur le remboursement de la centrale. Donc c'est-à-dire que c'est pas gratuit pour les habitants, c'est la taxe foncière, l'augmentation imposée par l'État qui va aller financer ce projet d'énergie et l'énergie va retourner vers les habitants. Donc de façon à ce que, par contre, l'association est utile puisqu'elle va travailler avec les habitants sur mieux consommer demain. C'est-à-dire, on explique aussi aux gens, on fait tourner son lave-vaisselle, demain, on est en autoconsommation, on ne le fait pas tourner la nuit, quoi. On le fait tourner dans la journée. La machine à laver, c'est pareil. Donc le but, c'est aussi de changer les mentalités en parallèle de ce projet de centrale citoyenne. Voilà. Bernard Lemourte, vous, à l'inverse, vous fédérez des personnes autour d'un projet, des personnes qui sont évidemment consentantes à ce projet-là. Qu'est-ce qui vous a amené à porter le projet de la chantrerie en tant que directeur de la chantrerie et est-ce que tout se passe bien? Parce que vous avez aussi des parties prenantes qui elles-mêmes ont des salariés, des membres qui ne sont pas forcément je dirais associés très directement au projet de la chantrerie. Comment est-ce que ça s'est géré politiquement en termes de relations entre les différentes parties prenantes au sein de la chantrerie? Je vais répondre rapidement à cette question, Allez-y. mais je ne peux pas ne pas répondre à Jocelyn. Parfait. Sur cette question, en fait, on a réussi, alors je ne sais pas comment, il y a une alchimie particulière, mais imaginez une équipe qui fait ensemble, qui crée les conditions pour aller plus loin, etc. Et donc, aujourd'hui, tous les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises privées qui font partie du collectif, qui se donnent des objectifs qui ont du sens un tout petit peu par rapport aux grands enjeux qu'on connaît, bien ça, je dirais, on arrive à soulever des montagnes parce qu'il faut avancer, quoi. Les 10 œufs, on en a quand même pas mal en France, c'est une spécialité. Il faut aussi des faiseux, quoi. Hein, comme diraient mes amis redonnais.
Donc voilà, donc il y a un écosystème particulier qui fait qu'on avance et ça se soigne hein, quand même. Enfin, ça se soigne au sens où il faut faire attention à entretenir cette dynamique collective. Quant à ce que disait Jocelyn, je souscris totalement à ce que tu dis, avec un bémol. On a 15% de la population française qui vit au-dessous du seuil de pauvreté, suivant les normes françaises et européennes. Et donc, à ces personnes-là, je n'oserais même pas parler de sobriété devant eux, alors qu'ils sont déjà à la limite de la survie. Alors, quand on dit on va réduire nos consommations, etc., c'est bien sympa, c'est un truc de milieu social un peu aisé. On a rigolé et botté en touche sur les sobriétés choisies pendant des dizaines d'années sur le sujet, et maintenant on rentre dans une période de sobriété subie. On a commencé par l'énergie, puis maintenant c'est l'eau. Probablement dans quelques temps, ça sera l'alimentation dans des grandes villes où l'approvisionnement est quand même très sensible. Voilà, donc on rentre dans des périodes où on subit les grands chocs. Et puis, je terminerai, il y a une étude qui est sortie que tu dois connaître, dans les capacités personnelles à réduire nos consommations, à faire autrement, à prendre le vélo, etc. On a à peu près 40% de latitude pour intervenir. 60%, c'est des choix structurels de l'État, de nos modèles de développement, de nos sociétés, etc. Donc on est quand même, tout n'appartient pas, on ne peut pas rejeter la responsabilité à l'individu, à la fois sur ceux qui sont en fragilité et sur ceux qui subissent ou qui sont dans un modèle de développement qui est aujourd'hui à questionner, quoi, un tout petit peu, quoi. Donc voilà. J'annonce qu'on va prochainement passer aux questions du public, si vous souhaitez commencer à y réfléchir. Peut-être un dernier tour de table sur la question le terme d'autonomie, qu'on a déjà commencé à interroger en tout début de table ronde avec Jocelyn Boursier qui évoquait le terme de résilience. Est-ce que pour vous, c'est un terme qui est pertinent de viser plus d'autonomie, ce terme-là vraiment dans les villes de demain pour une transition écologique réussie, on va dire, à l'échelle nationale et pas uniquement locale, puisque c'est une transition qui va forcément être beaucoup plus que locale, même je dirais internationale. Est-ce qu'il faut aller chercher un autre terme, comme celui de résilience qu'a proposé Jocelyn Boursier, comme celui de partage, comme celui de commun, etc. Donc je vous laisse un peu la parole là-dessus, à commencer par Édouard Jourdain, si vous voulez. Oui, merci. Alors un petit peu au débeauté, parce que j'ai déjà parlé un petit peu d'autonomie, juste quelques petites réflexions qui me viennent suite aux interventions. Alors oui, évidemment, plus d'autonomie qui va de pair, à mon avis, avec plus aussi de responsabilité et de décision collective. Mais ça doit aussi aller de pair quand on parle de contraintes, d'une sobriété, qui va être subie, etc. Je pense qu'en effet, il faut aussi remettre en cause un système économique dans lequel on est libéral ou capitaliste ou quoi qu'on en dise, pour essayer de repenser aussi les termes tout simplement aussi de l'échange, de la production, comment on base des plans de redistribution, etc. Donc je pense qu'en fait, l'autonomie ne peut pas être pensée de manière autonome. Elle doit être pensée aussi de manière beaucoup plus globale dans une dimension économique. Je vais dire presque une dimension anthropologique aussi, parce que quand on parle de la question de la frugalité, etc., ça nous interroge aussi, même plus largement, sur le rapport de l'individu à ses désirs. Donc là, on est peut-être plus dans ce qui peut paraître comme de la philosophie abstraite, mais en réalité, je ne pense pas. C'est-à-dire que c'est, sans tomber évidemment dans
comment dire, dans une perspective qui est uniquement individualiste. Et ça, je pense qu'il faut l'éviter en ayant en effet une critique globale du système dans lequel on est. Il faut tenir les deux bouts, c'est-à-dire qu'il y a une critique du système, une critique anthropologique de l'individu, alors principalement aussi moderne, occidental, mais bon, on le voit avec les Chinois, bientôt les Indiens, etc., va se poser aussi cette question de notre rapport aussi de notre rapport à la finitude, de notre rapport à nos désirs, etc. Et donc, dans quelle mesure on peut imaginer aussi de nouveaux désirs en essayant d'anticiper. Et moi, c'est quelque chose qui me fait, on va dire, assez peur quand on parle de contraintes aussi. Moi, je le vois même avec mes étudiants. Anticiper le danger de forme de dictature verte où on va trouver comme seul moyen par un gouvernement national, voire pourquoi pas à terme mondial, où au prétexte de la survie de l'humanité, on va rentrer dans des systèmes de coercition, de surveillance, etc. Et je pense que c'est même pas la bonne solution pour sauver l'humanité, parce que bon, la planète se sauvera bien elle-même, on est en réalité bien peu de choses. Donc là aussi, même en termes complètement pragmatiques, moi je ne pense pas du tout qu'une quelconque dictature soit à même de trouver les meilleures solutions. Je repasse la parole à Bernard Lemoule sur cette même question du terme d'autonomie. Est-ce que c'est le meilleur terme, le terme le plus pertinent pour décrire la chantrerie, pour envisager les initiatives locales de demain? Alors là encore, en France, on a une spécialité, c'est de discuter des mots, autonomie, résilience. Moi, je veux bien tous les mots que vous voulez, mais il faut arrêter de parler, il faut faire, quoi. Moi, c'est le seul point qui m'intéresse, avec des valeurs derrière. Et puis voilà, je dirais pas plus. C'est très clair. Ça m'intéresse pas d'argumenter. Philosophiquement, c'est hyper intéressant et on peut passer une soirée des philo-débats là-dessus. Mais il y a un tout petit peu besoin d'avancer sur les projets, quoi. Alors en avant, Raphaël Salin, même position. Je partage. Sans surprise. Moi, nous, on est sur l'autoconsommation collective, quoi. Voilà. L'autonomie, ça ne m'intéresse pas. Par contre, il faut passer la deuxième et voir la troisième pour accélérer sur les projets énergétiques qui sont à faire sur le territoire français. On a la chance d'avoir un réseau qui existe au niveau national, au niveau régional, départemental. Maintenant, à tout le monde de se retrousser les manches. Collectivité en avant, et puis si les collectivités y vont, locales, c'est aux collectivités de montrer l'exemple et aux citoyens aussi de travailler main dans la main avec les collectivités, quoi. Je propose de prendre une question. Il y en a même deux. Oui, bonjour. J'avais une question. On a beaucoup parlé du coût énergie et plus particulièrement, on a parlé électricité. Mine de rien, au niveau électricité, la part en énergie finale ou primaire l'électricité reste mineure. On n'a pas beaucoup parlé de la chaleur. Et puis, on n'a pas également parlé de tout ce qui est mobilité et ce qui en découle, la sobriété. Ça reste des éléments importants au niveau des consommations énergétiques de collectivités. Est-ce que vous pourriez en dire plus sur ce qui a été fait au niveau des territoires, particulièrement? Voilà. Au niveau chaleur, alors nous, je ne vais peut-être pas répondre à 100%, mais sur une partie. Alors on travaille depuis 2019 sur de l'aérovoltaïque. Ah, vous connaissez peut-être, donc je vous disais tout à l'heure Sistovi, qui est une société qui est à Carquefou. Donc en fait, tous les bâtiments sont équipés de panneaux solaires sous lesquels on récupère l'air chaud ou les tièdes et qui est réinjecté dans le bâtiment. Ce qui permet, on va dire, de préchauffer nos bâtiments en permanence. Donc, ce qui minimise les consommations énergétiques pour pouvoir amener à 19-20 degrés et l'hiver, puisqu'on a des bâtiments qui sont en permanence à 14 degrés, maintenus à 14 degrés grâce au système aérovoltaïque. Donc, qui est un bon moyen pour pouvoir minimiser les consommations et amener un apport d'air chaud.
Alors c'est un peu plus compliqué, on va dire en décembre, janvier, puisque ce sont 2 mois où on a récupéré un petit peu de chaleur sous les panneaux, mais on se rend compte quand même depuis maintenant 2019 qu'on a quand même énormément diminué nos consommations de gaz, parce qu'on était beaucoup au gaz de ville, comme beaucoup de collectivités, et qui a permis de diminuer de presque 60% nos consommations de gaz sur l'ensemble de nos bâtiments, quoi. Quant au transport, nous on a la chance d'avoir sur Saint-Joachim un transport commun, enfin collectif, vers Saint-Nazaire, puisque la Carène a un transport qui permet d'emmener les gens en fait sans voiture assez facilement. Alors ça c'est vrai dans les grandes villes, sauf que beaucoup de petites collectivités en France, pour emmener les enfants à l'école ou pour emmener les enfants au sport ou pour emmener faire ses courses, il faut prendre la voiture et c'est quand même compliqué. Moi je veux bien qu'on dise demain tout le monde a vélo, mais enfin tout le monde ne pourra pas faire de vélo. Moi j'aime bien faire du vélo, mais malheureusement il y a des familles qui pourront jamais, puisque dans le territoire où ils habitent, il n'y a pas le moyen, c'est impossible, quoi. Voilà. Oui, quelques exemples par rapport à ce que vous évoquez. Donc sur la Chantrerie, on a démarré il y a 12 ans avec une chaufferie bois et un réseau de chaleur. Mais comme beaucoup de NR, lorsqu'on s'engage, c'est sur une longue période. Donc ça réinterroge nos modèles où l'entreprise, en général, cherche un TRI assez court. Et pour vous donner un exemple, ceux qui ne se sont pas raccordés, ce sont des groupes immobiliers parce que les temps de retour étaient trop longs. Et comme la métropole n'a pas pris de décision au niveau de son PLU, etc., pour quelque part fortement inciter toute nouvelle construction de se raccorder à un réseau de chaleur, qui est privé malheureusement, donc on est avec un état d'esprit public, vous imaginez bien, certains bâtiments ne sont pas raccordés, mais beaucoup sont raccordés. Pour vous donner un exemple de l'intérêt, c'est que l'année dernière, au pic du prix de l'énergie, on a terminé l'année à 120 € le mégawattheure thermique, alors que si on était resté au gaz, on aurait été à 180. Donc tous les partenaires étaient contents. Sur la mobilité, on a fait le choix au sein de l'association d'aller sur une plateforme de covoiturage qui s'appelle Klaxit, qui se trouve être la même que finalement a choisi la Sémitan. Donc on était plutôt en partenariat sur le sujet. Et ça marche extrêmement bien quelque part. Et puis on a monté il y a une dizaine d'années un franchissement de l'Erdre par bateau entre La Chapelle et la Chantrerie, aux grandes dames de la métropole qui considéraient que ce n'était pas à la société civile de s'occuper de ces choses-là. On est en frottement bienveillant régulièrement avec eux, mais voilà, l'innovation ne vient pas du système en place, hein. Elle vient souvent en périphérie ou des gens un peu excentriques quelque part qui portent des projets. Voilà. Donc sur mobilité, à l'alimentation, on y travaille aussi, etc. Mais il faut s'en occuper, quoi. N'attendons pas que les directives descendent de Paris ou autre. Il faut une vraie volonté politique, quoi. Une articulation avec les habitants et les politiques dans un climat de bienveillance, encore une fois, parce que l'agressivité, ça suffit, quoi. Alors une autre question, peut-être. Bonjour. Merci beaucoup pour les interventions. J'avais une question justement pour rebondir sur les questions d'autonomie alimentaire. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait développer un peu plus soit une prise de position sur les enjeux, éventuelle complexité de mise en œuvre, jusqu'où est-ce qu'on peut relocaliser des productions alimentaires, la place des projets alimentaires territoriaux, ou éventuellement développer des exemples de projets qui auraient été mis en place par les collectivités présentes. Merci. Alors nous, on travaille, Saint-Joachim, une petite commune, on travaille avec un restaurant centralisé qui est sur Saint-Nazaire, puisque en fait on fait partie de l'UPAM, donc qui est un restaurant qui permet d'alimenter différentes communes de la Carène, et ils augmentent la part bio, la partie en fait de producteurs locaux autour de Saint-Nazaire, donc de façon à raccourcir aussi tout ce qui est approvisionnement et travailler avec des éleveurs du coin. Vous dire après, dans le marais où on est, c'est compliqué d'avoir donc des éleveurs, parce que vous comprenez bien que pour accéder au marais, les éleveurs se battent pas, parce que c'est très compliqué
compliqué de mettre des bêtes, les emmener dans le marais et de les récupérer. Après, je sais que toutes les collectivités aujourd'hui font attention justement à ce que la partie nourriture dans les restaurants scolaires puisse être de meilleure qualité, parce qu'on avait tendance il y a 20 ans à partir dans des plats tout prêts par des grandes sociétés, on va dire industrielles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Maintenant, c'est une difficulté locale. Je pense que toutes les régions françaises sont aussi confrontées à cela. Après, on avance. Les collectivités, aujourd'hui, je ne sais plus la part du bio, on n'est pas loin des 50% sur Saint-Nazaire, sur l'UPAM, je crois, donc d'aliments bio et locaux. Donc, et cette part augmente au fur et à mesure du temps, quoi. Donc c'est pas parfait, mais je pense que tout le monde fait l'effort et tout le monde est bien conscient que pour les enfants ou pour nous, c'est quand même d'intérêt pour tous, quoi. Oui, peut-être en complément de la réponse et de la question, on peut la voir aussi sous l'angle de la complémentarité entre le rural et l'urbain. L'urbain est très fragile en termes d'énergie, en termes d'eau, d'alimentation, etc. Et donc, si demain, on n'arrive pas à monter des partenariats urbain, rural, mais pas des partenariats conditionnés, où on voit le rural de haut et puis au service de non, des vrais partenariats, de la vraie construction entre des territoires pour que les uns effectivement amènent de l'énergie, de la nourriture sur ce territoire, et il faut un système gagnant-gagnant voilà, il faut, sans ce partenariat, la métropole, comme toutes les autres grandes villes, resteront extrêmement fragiles et rentreront dans des cycles, à mon avis, un petit peu perturbés, parce que le prochain coup, c'est la question alimentaire. Oui, alors, a priori, je ne suis pas censé trop m'exprimer sur la question alimentaire côté Enedis, mais simplement pour dire que je rejoins ce qui est dit. En fait, quand je parlais de résilience, je parlais en fait de territoire durable. Parce que les territoires, ça dépasse peut-être le périmètre de la ville. Il y a certains sujets qui sont à regarder aussi sous un autre angle, qui est peut-être celui du bassin d'emploi. On parlait de mobilité tout à l'heure, etc. Donc, en fait, ça revient à une question qu'on a abordée un petit peu au début sur quel est le bon périmètre finalement pour ce genre de discussion. Il y avait un point de vue sur la cité, il y a un point de vue, voilà, mais le périmètre est à regarder de façon peut-être sans doute un peu plus large. Et donc, en matière d'électricité, on a le même sujet, c'est-à-dire qu'on a des gros gisements de production qui sont en zone rurale. Donc cette solidarité entre les territoires, etc., est importante. C'est en cela, tout à l'heure, que je faisais attention aux mots, parce que l'autonomie d'une ville, ça peut exclure ce genre de choses. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de parler de solidarité et de territoire durable. Sur la question alimentaire, moi j'ai simplement lu des choses comme vous, qui montraient que l'autonomie alimentaire était extrêmement complexe à atteindre et qu'on a, comme le disait monsieur le maire de Saint-Joachim, des spécificités territoriales avec des zones qui sont plus dédiées peut-être à l'élevage, d'autres plus à la culture, etc. Et qu'il est très compliqué sur un même territoire de réunir finalement toutes les formes d'alimentation qui sont nécessaires à la vie en collectif, à notre alimentation. Donc voilà, c'est un sujet qui m'a l'air très, très compliqué à gérer. Et je voulais juste rebondir aussi sur un autre aspect. Pendant mon intervention, j'essayais de montrer que les différents sujets étaient peut-être à analyser de manière spécifique. C'est-à-dire que le sujet des aliments, alors je vais peut-être choquer, je ne sais pas, mais la question du circuit court en matière alimentaire, elle pose des questions qui sont extrêmement importante. Transporter des aliments sur des longues distances, ça veut dire un coût carbone du transport des aliments. Ça veut dire aussi des délais qui veulent dire conservation, qui veulent dire peut-être qualité alimentaire aussi, si on est obligé de les conserver. Donc ça pose toutes ces questions-là, et donc assez naturellement, le circuit court s'impose comme quelque chose de vertueux. Et en matière électrique, on peut avoir, je regarde un ami au fond de la salle qui ne sera pas forcément de mon avis, mais on peut avoir un raisonnement totalement inverse, parce que une autonomie énergétique, et ça, par exemple, M. Jancovici en parle beaucoup, on retrouve ça dans certains territoires, notamment des îles, l'autonomie énergétique sur des mailles qui sont très restreintes, ça peut vouloir dire des difficultés à gérer des dimensions techniques qui sont production, consommation. Il faut un équilibre parfait. Sinon, vous savez, il y a des aspects techniques, de déviance de la fréquence, etc., qui ne sont pas tolérables techniquement. Et donc, il faut maîtriser ça. Et donc, le maîtriser à des mailles très réduites, aujourd'hui, en pratique, c'est beaucoup des groupes électrogènes fuel qui gèrent ça.
Et ça pourrait vouloir dire demain des batteries, des grosses batteries partout, avec un coût économique et potentiellement écologique pas neutre. Donc voilà, simplement dire que le réseau, par exemple en matière électrique, il permet de transporter sur des longues distances de l'énergie avec un coût carbone qui est très faible et avec un foisonnement qui permet de gérer la question des équilibres de manière optimale en ayant moins recours justement à des technologies peut-être lourdes d'un point de vue carbone. Donc les problèmes se posent, de mon point de vue, très différemment selon qu'on parle d'aliments, d'énergie, enfin, et même d'électricité, de gaz, d'eau, de santé, etc. Il faut regarder les sujets de manière spécifique avec un peu d'expertise, voilà, de mon point de vue. Est-ce qu'il y avait une autre... Ouais. Alors moi, la question donc, de l'autonomie, évidemment, donc, il y a un aspect très pragmatique. Vous avez pu parler de projets qui permettent de valoriser économiquement le territoire avec des projets de production d'énergie. Ça permet de faire aussi, voilà, il y a à la base la question de l'autonomie, elle part de problèmes bien réels, mais à mon avis, la question de l'autonomie, c'est une question plus large d'un projet politique et en particulier qui permet de mettre en lien les personnes. J'ai l'impression que la société, elle va évoluer vers plus d'isolation et notamment, elles ne se sentent pas forcément considérées par l'État. Et il me semble que la vie, c'est une échelle appropriée où les citoyens peuvent reprendre, on va dire, du pouvoir sur une situation parfois qui peut susciter la résignation. Donc, moi, j'aimerais un peu voir comment est-ce qu'on peut faire cette transition entre des problématiques très réelles à un projet plus global. Voilà. Ou alors, est-ce que c'est peut-être pas nécessaire et on s'arrête Alors, juste pour un début de réponse, dans les petites collectivités, on a un lien quand même assez fort avec la population, parce que la population qui peut rencontrer des difficultés, alors on a des CCAS dans les communes, hein, et dans les petites collectivités, on se connaît. C'est-à-dire qu'un élu, souvent, est natif du coin, et on a une proximité qui permet aussi ce dialogue. Donc on n'a pas cette rupture, enfin moi je ne le sens pas comme ça, hein, sur le territoire, on n'a pas cette rupture entre les décisionnaires et la population locale. C'est peut-être le cas après quand on monte en taille. Mais par contre, il y a aujourd'hui beaucoup de citoyens dans les petites collectivités qui participent à la vie de leur commune, même s'ils ne sont pas élus, quoi. Voilà. Mais il n'empêche que le sujet est quand même est clair. Il est assez compliqué quand on commence à éloigner le citoyen lambda du pouvoir, quoi. Oui, j'abonde dans votre sens. Alors, j'en avais déjà un petit peu parlé. Juste quelques petits points. Alors, en effet, moi je pense que par rapport à la question de l'autonomie, il y a cette question parfois on parle d'encapacitation des citoyens, etc., avec en effet cette possibilité de se réapproprier en quelque sorte la chose publique, hein. Alors avec cette idée, là encore, qu'il s'agit d'éviter aussi toute forme illusoire d'autarcie. Bon. Alors, il n'y a pas cette coupure, ou en tout cas elle est plus facile d'éviter dans des petites communes, hein, mais elle n'est pas impossible, y compris dans des grandes communes. Alors là, on en arrive à la question de la taille, notamment, qui est très intéressante, parce que anthropologiquement, il y a un fait qui est que toute relation humaine concevable au sein d'un groupe tourne autour, en termes optimum, de ce qu'on appelle le nombre de Dunbar, qui est entre 100 et 120 personnes. Bon, ça c'est pour toute organisation, quelle qu'elle soit, y compris ville, etc. Donc la question qui se pose en réalité, c'est pas tant la taille d'une institution en tant que telle, que comment elle est découpée. Et vous pouvez très bien concevoir aussi au sein d'une grande institution, d'une grande ville, un certain nombre de découpages, hein, de quartiers ou d'équivalents communes au sein aussi d'une grande commune. On a retrouvé par exemple, si vous regardez dans l'histoire, y compris pendant la Révolution française, hein, vous aviez Paris qui était parsemé de formes de conseils, de quartiers, etc., avec une vie démocratique très importante, hein, qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, alors que vous aviez déjà environ 1 million d'habitants, hein, donc c'est tout à fait concevable.
Ce qui me paraît important aussi, comme vous le disiez, et là il ne s'agit pas que de philosophie, c'est d'avoir une conception aussi politique globale. C'est-à-dire que moi je ne pense pas qu'il s'agit uniquement de dire il faut faire, il faut faire. Il faut aussi avoir une vision de ce qu'on va faire. Et une vision, si possible, alors d'une part globale, c'est-à-dire en termes de finalité, mais aussi en termes de coopération. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de faire son truc dans son coin, parce que moi j'ai travaillé notamment avec des associations, dont une qui est formidable d'ailleurs, qui s'appelle la COP des communs, mais avec un nombre de ce qu'on appelle des commoners, qui font partie d'associations, etc., qui se crèvent littéralement à la tâche pour des choses dont ils peuvent être satisfaits, mais qui, au final, sont relativement marginales par rapport à des masses critiques en termes de politique publique, etc. Et il y en a beaucoup qui finissent au Xanax ou pas très bien. Donc là aussi, je pense qu'il faut avoir bien conscience de ça. Si ça vous intéresse en termes y compris en termes de projection politique plus globale, etc., il y a plusieurs auteurs qui sont intéressants, dont deux notamment, qui s'appellent Pierre Dardot, qui est un philosophe, et Christian Laval, qui est un sociologue, qui ont écrit un ouvrage justement qui s'appelle « Commun », au singulier, il y a maintenant 7-8 ans, et qui essaye justement de concevoir cette idée à la fois d'autonomie et de fédéralisme à un niveau plus global, voilà, qui s'inspire notamment de Proudhon, d'une certaine forme aussi de socialisme libertaire, etc., dans lequel moi-même je m'inscris. Voilà. Merci au public pour les questions et merci à tous les quatre d'avoir accepté de participer à cette table ronde qui, je l'espère, vous a plu. Donc voilà, on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, éventuellement, les intervenants, s'ils ont le temps, pourront y répondre. Voilà. Merci à tous.